Le maire de Grenoble, candidat aux primaires écologistes pour les élections présidentielles de 2022, Éric Piolle affiche la couleur, le vert, et publie un livre intitulé « De l'espoir pour une république écologique ». C'est un jardin extraordinaire, des plantes pour soigner, des plantes devenues médicaments, une véritable pharmacie en plein air qui fleurit chaque année au jardin Dominique Villard à La Tronche. Et puis quelques idées de sortie pour terminer, avec le début mercredi du festival du court-métrage en plein air qui prend ses quartiers d'été sur l'anneau de vitesse, et puis un concert multiculturel au musée dauphinois. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 29 juin 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Alors que les vacances d'été approchent, les réserves de sang sont au plus bas en Auvergne-Rhône-Alpes. L'établissement français du sang annonce être en possession de 8,7 jours de stock dans notre région, 10 jours en France, alors qu'il faudrait au moins 15 jours. La France risque de manquer de sang cet été si les 120 000 poches ne sont pas atteintes d'ici mi-juillet. En cause, les périodes de confinement, l'épidémie de Covid et les reprogrammations d'opérations chirurgicales qui avaient été décalées. Des collectes mobiles sont organisées dans les prochains jours, par exemple mercredi à Crolles et Moirans et jeudi à Sassenage, mais aussi tous les jours sauf le dimanche à la Maison du Don à La Tronche. Il est possible de donner son sang après une injection de vaccin de Covid-19 sans aucun délai. L'occasion fait le larron. Si vous passez par La Tronche pour donner votre sang, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du jardin des plantes médicinales de la faculté de médecine et de pharmacie. Le jardin Dominique Villard, c'est un endroit un peu hors du monde, dirigé par un passionné qui enseigne aussi aux étudiants ses savoirs. Laurine Guignard l'a rencontré. Ce parc à la française est bien particulier. Au jardin Dominique Villard, ce ne sont ni des pétunias ni des tulipes qui éclosent. Ces plantes sont spéciales, elles ont des vertus médicinales et dans cet espace datant du XVIIIe siècle, elles sont classées par pathologie. Vous allez avoir des bacs de plantes qui soignent les troubles d'anxiété, du sommeil, d'autres bacs qui concernent donc les troubles digestifs et hépatobiliaires. On va retrouver également un bac sur les troubles féminins, ainsi que des bacs sur les troubles de la peau et des fanères. Les élèves de la faculté de pharmacie étudient ces végétaux minutieusement pour être capables ensuite de conseiller les clients en officine. Car même si la chimie est utilisée pour fabriquer des médicaments, les plantes végétales trouvent aussi leur place. Il faut bien faire la différence entre le traitement allopathique à partir de substances chimiques donnant différents types de médicaments, de formes pharmaceutiques. On a, en fait, il faut comprendre qu'au moins 50 à 60% des médicaments que nous avons actuellement sont issus du monde végétal. Après, vous avez la phytothérapie avec des formes, soit sous forme de gélules, sous forme de tisane, sous forme également d'extraits fluides pour soigner les patients. Pavot, camomille, depuis l'aube de l'humanité, les hommes utilisent les plantes pour leurs propriétés médicinales. Et avec le temps, quelques-unes se sont avérées produire des composants majeurs dans la découverte de certains traitements. Si on parle par exemple de l'if, qui est un arbre qui est très toxique, on a extrait le taxol, qui est un anticancéreux, utilisé pour soigner les femmes qui ont un cancer du sein. Après, de cette molécule, on l'a modifiée pour être moins toxique et plus ciblée sur les cancéreuses. Donc ce sont là une molécule issue de cet arbre qui a permis de sauver des vies. Autrement, les plantes en phytothérapie et en aromathérapie sont là pour soigner des maux quotidiens qui nous gênent dans la vie. Depuis maintenant 8 ans, le jardin est entretenu tous les jours. Aujourd'hui, il compte plus de 250 plantes, un petit coin de paradis pour former les futurs médecins et pharmaciens. Et ce jardin accueille également en ce moment une exposition consacrée aux insectes pollinisateurs. Amis pollinisateurs, bienvenue en ville, c'est son nom. C'est à voir jusqu'au 3 mai 2022. Les insectes apprécient certainement ce jardin puisque le miel qui y est produit, le miel du mât de Saint-Ferjus, a obtenu la médaille d'or du concours général apicole du Dauphiné en 2020, catégorie miel clair de fleurs. Jeux 7 et match, un petit mot de sport pour vous donner le palmarès des championnats de France
France de tennis fauteuil qui avait lieu en fin de semaine dernière pour la première fois au Grenoble Tennis. Dimanche, devant le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton, Guillaume Lager s'est imposé chez les hommes et Pauline Déroulède chez les femmes. Le Grenoble Tennis doit de nouveau accueillir cette compétition en 2022. Un scrutin chasse l'autre. Les prochaines élections présidentielles auront lieu en avril. Plusieurs candidats se sont officiellement déclarés, comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Xavier Bertrand ou encore Nathalie Arthaud ou Nicolas Dupont-Aignan. Les résultats des dernières élections locales pourraient bien voir émerger de nouvelles têtes. Chez les Verts, deux noms se détachent pour l'instant, celui de Yannick Jadot et le vôtre, Éric Piolle. Bonsoir. Bonsoir. On en parlait autour de vous depuis un moment, depuis plus d'un an, même avant les municipales, mais vous aviez annoncé que vous attendriez la fin des élections régionales. On y est, donc vous êtes candidat ? Oui. Cette décision, vous l'aviez prise depuis longtemps, sans doute. On vous a vu faire ces derniers mois le Tour de France. C'est à la mode, c'est pas pour ça que j'ai mis un maillot jaune, mais voilà. Mélangé avec grimpeur, maillot à pois, voilà, c'est un la symbole. subtilité des Alpes. Ce Tour de France, c'était un moyen de mesurer votre popularité ou de mieux vous faire connaître ? C'est un moyen de soutenir nos candidats au départemental et au régional. Vous savez, je suis peut-être déformé par ma formation d'ingénieur. J'avance étape par étape. Et j'ai été pleinement investi dans ces étapes régionales et départementales parce que je pouvais apporter le message que l'écologie au pouvoir, ça fonctionne évidemment à Grenoble et donc ça peut fonctionner ailleurs. Avant d'être candidat aux élections présidentielles, il faudra passer par la primaire des Verts, sans doute cet automne. C'est la règle du jeu, vous vous y plierez ? Bien sûr. Donc cette primaire aura lieu les 19 et 26 septembre. Elle sera ouverte à tous ceux qui veulent payer 2 € et s'investir surtout dans la désignation de la candidature écologiste pour les présidentielles. Donc ce sera une primaire ouverte. On pourra voter que l'on soit encarté Europe Écologie Les Verts ou que l'on soit simple militant ou simple citoyen. Tout à fait. C'est important pour vous, cette primaire ouverte comme ça ? C'est important d'avoir un processus de désignation. Vous savez, dans aucun parti, il y a aujourd'hui des candidats naturels. Nous le voyons évidemment depuis dimanche soir avec les LR. Nous le voyons évidemment également au Parti socialiste. Et donc c'est normal d'avoir un processus de désignation. Et ce processus, il vaut mieux qu'il soit ouvert que limité à quelques-uns qui pourraient être ou bien stricto sensu les militants ou bien des responsables politiques. Donc ça me semble logique et cohérent avec la période. Une campagne, ça demande du temps, de l'énergie. Vous avez été élu maire pour un deuxième mandat en juin 2020. Est-ce que vous allez encore avoir du temps pour votre ville ? Oui, bien sûr. J'étais là en exécutif lundi avec l'ensemble de mes adjoints. J'étais également à l'inauguration du Fournil. Je continue de sillonner la ville et je continue d'être pleinement investi. Nous avons une équipe aussi, c'était notre slogan en 2014, un maire, une équipe. Et évidemment, dans ce pouvoir qui n'est pas concentré sur une seule personne, c'est plus facile de partager les responsabilités. Je crois d'ailleurs qu'à l'échelle nationale, nous n'avons plus non plus besoin de femmes ou d'hommes providentiels. Il n'en existe pas. L'élection du président de la République, Emmanuel Macron, l'a bien prouvé. Il a annoncé lui-même le pouvoir jupitérien. Finalement, c'est la fin d'un mandat d'impuissance et de décennies d'impuissance politique. Si vous étiez élu président de la République, vous ne pourriez pas aller au bout de votre mandat de maire. Est-ce que vous avez déjà prévu quelqu'un pour vous remplacer ? On avance, je vous l'ai dit tout à l'heure, étape par étape. Donc nous avançons étape par étape, collectivement. Et tout ça se le fait dans la concorde, avec l'espoir de pouvoir amener aux écologistes, qui ont longtemps été des contre-pouvoirs, de pouvoir amener cette confiance dans le fait que nous pouvons fédérer derrière un projet pour la vie concrète des habitantes et des habitants, pour la vie de la France, pour sa place aussi sur la scène internationale. On ne gère pas un pays comme on gère une ville. Ah non, ça n'a effectivement rien à voir. La temporalité n'a rien à voir. L'organisation n'a rien à voir. Je me prépare à cela depuis déjà un certain temps. Vous sortez également ces jours-ci ce livre, De l'espoir pour une République écologique, une sorte de profession de foi qui ne sera pas distribuée dans les boîtes aux lettres. Celle-là non plus, il faudra l'acheter. 5 €, c'est tout à fait accessible. Toujours de l'espoir dans vos titres.
Oui, parce que nous devons nous réapproprier une idée du progrès. Petit à petit, cette idée de progrès a été abandonnée. On peut faire de l'innovation, on peut faire de la réappropriation d'idées. On l'a vu là pendant ces campagnes municipales et ces campagnes régionales. Or, nous devons retracer un cap. Moi, je mesure l'insécurité générale dans notre pays. On parle beaucoup d'insécurité physique, mais je vois l'insécurité sociale, l'insécurité existentielle aussi, l'insécurité de la jeunesse. Et donc, tracer un chemin qui parte de ce vécu, qui parte de la vie quotidienne et qui ne méprise pas ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, nos aspirations les plus profondes. C'est ça, effectivement, qui me fait porter cet espoir, comme bien d'autres le gardent. Je vois cette énergie qu'il y a partout, à Grenoble, mais partout en France. Ces habitants de quartiers populaires de Roubaix qui se mobilisent pour de l'agriculture urbaine, pour des coopératives d'achat, pour qu'ils mangent mieux, pour recycler des vêtements et en faire de nouvelles productions. Je vois ces agriculteurs qui fédèrent un territoire. Je vois toute cette énergie-là, tous ceux qui cherchent aussi l'émancipation par la culture, par l'éducation. Donc il y a de l'énergie, il y a de l'espoir, il faut lui redonner un sens collectif. Il va aussi falloir aller chercher l'union de la gauche, et ça, c'est pas facile. Ça n'a pas été suffisant pour les élections régionales avec Fabienne Grébert. Oui, ce que nous avons constaté, c'est que partout où l'union a pu se faire, on a pu se fédérer derrière un projet. Cela s'est fait autour des écologistes. Donc ça, c'est une leçon de ce scrutin. C'est qu'évidemment, les sortants sont extrêmement puissants. Là où ils étaient, ils ont tous été reconduits avec une abstention majeure. Ça sera notre responsabilité aussi à nous, écologistes. Ce n'était pas forcément la nôtre dans les décennies passées, parce que c'était plutôt la responsabilité des partis au pouvoir et là du gouvernement. Nous avons aussi notre part à prendre dans les prochains mois pour mobiliser cette France qui continue à être engagée, de nombreux bénévoles, de nombreux acteurs des marches climat, des marches MeToo, des Gilets jaunes, que cela se traduise en vote. Moi, je vois aussi qu'il y a un écologiste qui sommeille en chaque Français. Je l'ai vu dans ce Tour de France. Je continuerai à partager et à écouter cet été. Et nous devons fédérer cette majorité culturelle. L'union de la gauche, c'était aussi pour les départementales le printemps isérois. La gauche a finalement obtenu moins de sièges qu'en 2015 au conseil départemental. Il y a eu une bisbille, on va dire, sur la métropole entre le président Christophe Ferrari, qui soutenait 4 autres listes de gauche dans la métro, et pas forcément toutes les listes du printemps isérois. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit sur ce plateau dimanche soir. En fait, il a parlé d'un échec cuisant de la gauche. On va écouter quelques secondes. C'est une défaite cuisante du printemps isérois ce soir. Cuisante. Enfin, il ne suffit pas de poser des étiquettes les unes à la suite des autres, tout ça confectionné dans un bureau à Grenoble, etc., pour en faire une marque de territoire qui parle. Et moi, je suis atterré. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la gauche, dans ce département de l'Isère, qu'elle subit une défaite aussi cuisante. Christophe Ferrari n'y est pas allé de main morte dimanche soir pour parler d'une défaite cuisante du printemps isérois. L'union, c'est pas pour tout de suite. Bon, là, en l'occurrence, effectivement, il a continué à soutenir des candidats qui ont perdu dès le premier tour. Donc ça, c'est son choix. C'est les conséquences peut-être de juillet dernier. Mais laissons ça de côté. Sur les résultats... Ce qu'on peut vous dire, c'est comment faire l'union nationale en France si déjà au niveau local, on n'y parvient pas. L'union marche. Nous avons vu que le président Ferrari s'est extrait de cette logique-là, à la fois l'été dernier et à la fois sur ces élections. C'est son choix, sa responsabilité, mais ce n'est pas grave. Il n'est plus adhérent à aucun parti. Donc il est, comme il le dit, localiste. On va se rafraîchir un petit peu en partant à la piscine. Vous avez récemment écrit au gouvernement pour que les règles qui régissent l'accueil et les comportements dans les piscines ne ressortent plus des municipalités, comme c'est le cas à présent avec les municipalités qui rédigent les règlements intérieurs dans les piscines, mais qu'elles ressortent plutôt du gouvernement. On se souvient de l'affaire du Burkini, il y a 2 ans, qui avait fait grand bruit. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos demandes ? Pas de nouvelles, non. Ce qui me semble important, d'abord, c'est la réaffirmation, comme je disais il y a 2 ans, du fait que la question des maillots dans les piscines ne relève pas de la laïcité. Donc ça a été réaffirmé par le Conseil d'État, réaffirmé d'ailleurs par l'Assemblée nationale. Ça me semble très important. Donc c'est, comme nous le disions,
uniquement des questions d'hygiène et de sécurité. Plutôt que chaque mairie, les 36 000 mairies ou les je ne sais pas combien qui ont une piscine, fassent elles-mêmes des études sur l'hygiène, puisque c'est la seule question, il est préférable que cette étude-là soit faite par le gouvernement, par peut-être le ministère des Sports, c'est son rôle normalement, et que nous ayons tous une base scientifique pour tracer des décisions derrière qui relèveront des règlements intérieurs, donc qui relèveront des maires. Et peut-être un jour, vous pourrez vous-même prendre cette décision si vous aspirez au plus haut sommet de l'État. Justement, quelle serait votre première action en tant que président de la République ? Ça sera de déverrouiller la démocratie. Nous sommes dans un système qui a marqué son impuissance. Nous avons eu les 30 glorieuses, nous avons eu les 40 impuissantes. Incapacité à régler la question du chômage, incapacité à traiter, à aborder, à démarrer la lutte contre le dérèglement climatique. Sur ces sujets, le président de la République sortant a échoué. Il a échoué d'ailleurs également dans le combat face au Rassemblement national. Ce n'est pas lui qui mène ce combat-là aujourd'hui. Donc, il nous faut déverrouiller la démocratie. Donc, je propose un référendum par l'article 11 qui puisse se tenir dès les élections législatives, qui intègre le climat dans la Constitution, dans son article 1, mais également qui intègre de la proportionnelle à l'Assemblée nationale, qu'on retrouve la diversité des Français au Parlement. Ça avait été une promesse de campagne. De beaucoup, mais personne ne l'a mise en œuvre. La séparation également de la justice, qui là aussi a été une promesse de beaucoup de candidats. Et puis l'arrêt de ce pouvoir jupitérien avec le renoncement à la capacité par le président de prendre les pleins pouvoirs et de nommer à l'ensemble des emplois civils et militaires du pays. Là aussi, il me semble que de la diversité et des jurys pour recruter, c'est mieux que juste d'attendre, comme nous l'avons fait depuis 15 mois, la parole jupitérienne. Merci Éric Piolle. Je vous propose d'aller vous faire une toile sous les étoiles grâce à la 44e édition du Festival du court-métrage en plein air de Grenoble qui débute mercredi et se poursuivra jusqu'au 4 juillet. Les équipes de la Cinémathèque de Grenoble ont sélectionné une 60aine de films en compétition sur les plus de 2000 reçus, avec aussi une séance jeune public et bien sûr la nuit blanche, des ateliers et des rencontres avec les réalisateurs. Cette année, le grand écran en plein air a été dressé à l'anneau de vitesse dans le parc Paul Mistral. Mais pour ceux qui préfèrent l'ambiance des salles obscures, il y a toujours la salle Juliette Berthaud et ça marche aussi en cas d'intempérie. On se quitte en musique avec Sofiane Saïdi et l'ensemble Mazalda. Ils seront en concert mercredi au Musée Dauphinois dans le cadre des Alléchantes, un univers foisonnant entre musique festive et populaire et électro. C'est gratuit mais sur réservation. Belle soirée à tous. نشكي وموالفة وصبرا قالوا عليها مريولة من خفتها حزامي عديان في قلبي وحدي وانا لم نشكي